Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, c'est le Texama Show 95, 96, je ne sais plus trop. Enfin bref, c'est pas très important le numéro. Pour les nouvelles news de la semaine, il y a quelques news assez intéressantes, notamment au niveau de ce trou noir. On va parler surtout, je pense que vous avez vu beaucoup de news sur ce trou noir, mais on va parler de la science un petit peu derrière, comment ils ont fait, pourquoi c'est aussi intéressant, euh, pourquoi tout le monde est content de voir cette photo. Je pense que ça peut être intéressant parce que je pense que vous avez tous vu justement cette photo et que vous êtes en mode oui, mais alors, oui, quel est l'intérêt? C'est juste un truc flou avec un rond, genre un rond de Xbox morte ou autre chose. Quand une Xbox meurt, elle fait un rond Ring of the Death. Enfin, les premières Xbox, non, les Xbox 360 faisaient ça, donc ouais, bref. On commence toutefois par des petites news de la semaine. J'ai pas sorti autant de vidéos que je le voulais sur la chaîne Texama cette semaine-ci, ce qui m'embête assez bien. Parce que j'avais beaucoup de choses à gérer IRL par rapport à un possible studio. Donc la possibilité de faire des vidéos dans un studio, avoir de la place pour faire tout ce que je veux. Parce que là actuellement c'est plutôt limité. Vous voyez que par exemple j'ai ma table de bench juste ici, juste à côté. J'aimerais l'avoir sur une autre table plus loin, ce serait beaucoup plus pratique. Je pourrais faire des meilleurs tests, tout ça. Je pourrais même faire des tests sonores avec un appareil pour mesurer les bruits. Là, je peux pas le faire parce qu'il y a l'autre PC juste à côté. Donc l'autre PC fait aussi un peu de bruit, ça enlève un petit peu de la, comment dire, de la légitimité au test et tout ça. Mais bon, bref, ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de mon temps, en tout cas IRL. Mais voilà, cette semaine-ci, je devrais être déjà beaucoup plus disponible pour faire, pour terminer surtout, parce que j'ai commencé à les faire. C'est ça le pire, c'est que il y a certaines de ces vidéos sont très avancées. Notamment, j'ai la review de la RTX, non, là pas RTX, la GTX 1660 Ti qui est ici, qui devra arriver mercredi, à peu près sûr, c'est presque fini. J'ai juste à finir quelques graphes par-ci par-là. Donc c'est vraiment, c'est genre, il y a rien à faire. Et puis il y aura d'autres vidéos, notamment, je continue. Alors il y en aura pas. J'essaie de les faire toutes les 2 semaines, les guides d'achat et tout ça. J'essaie aussi de faire des vidéos pour apprendre à faire des choses et tout. Il faut que je fasse une nouvelle vidéo de guide d'ailleurs sur comment enregistrer facilement sur Windows, pour montrer comment enregistrer des vidéos très facilement. Il y a des outils qui sont d'ailleurs directement faits dans Windows pour le faire, donc c'est plutôt pratique. Alors je montrerai les versions plus rapides, mais je montrerai aussi comment enregistrer avec OBS, ça peut être intéressant si vous voulez un meilleur enregistrement selon moi, parce que vous avez plus d'options. Euh, ça, 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 je verrai à le faire peut-être cette semaine si ça pourrait être bien. Mais j'ai quand même pas mal de reviews. Vous voyez que d'ailleurs, ça c'est ma tour de. Alors avant c'était une tour de caisse en carton. J'ai retiré les caisses en carton, maintenant il reste plus les caisses avec les produits dedans. Donc c'est ma tour de review, enfin de produits à review, voilà. Donc si vous voyez quelque chose là, si vous reconnaissez avec le flou évidemment du bokeh, euh, voilà, c'est quelque chose qui arrivera. Évidemment, des produits qui ne seraient pas encore sortis, je ne le mettrai pas sur cette tour, même si j'ai aucun produit qui n'est pas encore sorti. Donc voilà, ce serait bien à voir dans le futur, peut-être. Peut-être, on verra bien. Dans tous les cas, c'était à peu près tout à ce niveau-là. Donc ne vous inquiétez pas, ça va reprendre. Ça m'a embêté de délaisser, parce qu'au final, j'ai délaissé les deux chaînes, hein, que ce soit la chaîne tech, mais aussi la chaîne principale, et ça m'embête. Moi, je me considère comme youtubeur. Si je peux pas faire ce que je suis censé faire, donc YouTube, ça m'embête assez bien. Donc, ouais. Une autre news de la chaîne que je vais mettre certainement dans la table des matières, qui est assez importante, c'est que j'ai fait un compte affilié chez LDLC. Donc, affilié chez LDLC, c'est un peu comme Amazon, a le même truc, c'est affiliate. Donc, en gros, euh, vous n'êtes pas vraiment en partenariat avec LDLC, donc je peux toujours dire ce que je veux de LDLC, mais c'est juste que, par exemple, je peux personnellement dire, ok, je parle de ce téléphone, eh bien, si vous voulez l'acheter, hop, je peux mettre un lien affiliate dans la description vers justement LDLC, et comme ça, si vous suivez ce lien et que vous achetez ce qui est sur ce lien sur LDLC, moi je touche une toute petite partie, ça permet de soutenir la chaîne. C'est en phase de test, je le dis clairement parce que je sais pas ce que ça donnera. Je sais qu'LDLC n'est pas le site le moins cher qui existe, mais je trouve que c'est un des plus respectueux. C'est un vrai site français. Genre, j'aime bien Amazon, mais Amazon a des conditions de travail très peu recommandables, hein. Si vous travaillez chez Amazon, je pense que vous pouvez en témoigner. Et aussi le fait qu'ils dominent beaucoup trop le marché. Donc, j'aime pas, vous voyez, mettre en avant encore plus un truc qui, qui pose déjà problème. Et puis LDLC, à mon avis, paye beaucoup plus d'impôts et emploie plus de Français, certainement, limite qu'Amazon. Ça m'étonnerait même pas. Et surtout, oui, c'est genre, ça soutient, selon moi, plus l'économie française. Oui, je suis belge, mais ça soutient en tout cas une économie plus locale et je pense que c'est plus intéressant. Après, évidemment, chacun son avis là-dessus. Il y a aussi, évidemment, Top Achat qui a des prix toujours très intéressants. Pas surtout, forcément,
Les cartes graphiques, ils ont des prix imbattables, vraiment. Je me demande des fois comment ils font. Mais LDLC arrive à quand même pas mal suivre, par exemple, les prix des SSD. Certains SSD sont moins chers sur LDLC, donc voilà, ça s'équilibre. J'ai déjà fait des configs par le passé où au final la config LDLC était à peine un peu plus chère et il y a d'autres avantages des fois à prendre LDLC, notamment qu'ils ont un service de mise à jour de BIOS. Si vous voulez pas mettre à jour le BIOS de votre carte mère parce que votre processeur le requiert, ça c'est plutôt cool. Mais bon, il y aura des liens dans la description, ça a déjà commencé dans les précédentes vidéos, il y en aura dans les prochaines vidéos à chaque fois. Donc sachez que oui, si vous utilisez un de ces liens et que vous achetez réellement, ça soutient la chaîne. Mais après moi, ça me permet de garder mon avis. Vous voyez, je suis en mode, ok, ce produit est nul à chier, je viens de faire une review dessus, il est nul à chier. Ben, je peux être en mode, ok, vous pouvez aussi acheter ces autres produits et vous donner des alternatives avec les liens LDLC. Donc je suis pas obligé de dire que chaque produit que je présente en vidéo est génial et vous devrez l'acheter. Non, j'ai toujours ma liberté. C'est ça qui est plutôt bien. Et c'est pour ça que je préfère avoir un partenariat, enfin là, c'est plus une affiliation, avec un site de vente plutôt que des marques directement. Ok, alors commençons les news de la semaine, déco. La première news, c'est, comme j'avais dit, avec ce trou noir. Je ne sais plus d'ailleurs son petit nom. Il a un petit nom plutôt... oui, le M87. Voilà, il me semble que c'est ça, oui. Le M87. Donc ce trou noir, si vous n'avez pas vu justement l'information, donc c'est la première photo d'un trou noir. Donc c'est la première fois qu'on a une véritable photo, entre guillemets, d'un trou noir. Tout ce que vous avez vu avant d'un trou noir, c'était des images de synthèse, c'était des reconstitutions où on était en mode ça doit ressembler à ça en théorie normalement. Pourquoi? Parce que la plupart des trous noirs, déjà un trou noir, c'est dans le nom. C'est noir, donc on ne le voit pas vraiment. Ce qu'on voit en fait d'un trou noir bien souvent, c'est ce qu'il a absorbé, en fait, ce qu'il est en train d'absorber, qui est autour de lui, qui tourne autour de lui. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit ce trou noir-là. Cette lumière que vous voyez, c'est ce qu'il est en train d'absorber. C'était peut-être une étoile ou autre chose. Donc c'est comme ça qu'on les voit. Donc il y a plein de trous noirs dans la galaxie qu'on ne voit pas vraiment en fait. Donc ça réduit déjà le champ de possibilités. Ensuite, la plupart des trous noirs sont plutôt loin de nous. Et il y en a plein aussi qui sont derrière des étoiles ou autre chose, du coup on les voit pas très bien. Il y a trop... La lumière des étoiles en fait les cache, vous voyez, en quelque sorte. Donc ça c'est aussi problématique. Et puis un dernier point, c'est que comme ils sont loin et tout ça, c'est qu'on n'a pas le télescope qu'il faut pour justement les observer. Et c'est du coup là qu'on en vient justement à cette photo-là. La science derrière est très intéressante. C'est un point inimaginable. Vous avez, justement, ils en parlent dans cet article, le Event Horizon Telescope. C'est la technologie, justement, derrière la photo est juste incroyable. Je vais plutôt aller sur Google parce que j'avais déjà des images qui sont pas mal. Donc, pour prendre une photo de ce trou noir qui est très très loin, c'est d'ailleurs un énorme trou noir. Je pense que vous ne vous rendez pas compte. La taille, vous voyez le cercle noir au milieu de cette image, ça fait la taille de notre système solaire. Alors, comme ça, vous êtes en mode, ouais, j'arrive pas à me rendre compte. Ouais, c'est dur en fait de se rendre compte, mais c'est énorme à un point inimaginable. C'est juste énorme en fait. Il est très très loin et c'est pour ça qu'au final, on arrive à le voir aussi bien, c'est parce qu'il est tellement énorme en fait. Donc ça, c'est l'image qu'ils ont prise. Ça, c'est une reconstitution pour vous montrer à quoi plutôt il devrait ressembler si l'image n'était pas aussi floue. Bon, après, évidemment, c'est pas parfait. Il y a une version animée d'ailleurs de cette image-là. Vous pouvez peut-être la trouver sur certains sites web. Elle est plutôt pas mal. Une version animée où il montre ce que ça donne si on fait une rotation du trou noir pour voir les différents angles. Parce que, encore une fois, vous ne voyez pas le trou noir, vous voyez ce qui est autour du trou noir et c'est assez perturbant. On en reparlera après. Du coup, pour prendre la photo, ils ont eu besoin d'un télescope qui fait la taille de la Terre. Sans déconner, ils avaient besoin d'un télescope qui fait la taille de la Terre. Et ce télescope, c'est le Event Horizon Telescope. Et en fait, c'est plusieurs télescopes à plein d'endroits sur la Terre. Donc vous en avez sur la côte ouest, vous en avez en Amérique du Sud, en Europe. Il me semble même, oui, vous en avez un, genre, au pôle Sud. J'avais vu une image où ils montraient qu'ils en avaient un au Groenland. C'est peut-être possible aussi. Je ne sais pas trop. J'ai l'impression qu'il y a deux types d'images qui montrent deux endroits différents, mais bon. Et en gros, ils n'utilisent pas un télescope comme vous avez pu voir jusqu'à maintenant. Un télescope classique, c'est genre, il a un miroir, il y a la lumière qui vient du ciel, hein, ça se reflète sur le miroir, sur un plus petit miroir, puis ça finit genre là où vous regardez ou sur un capteur photo par exemple. C'est comme ça que marchent la plupart des télescopes. Non, là, ils ont utilisé un télescope radio. Donc c'est littéralement quelque chose comme ça. C'est une antenne radio géante.
qui est pointé vers le vide de l'espace et qui capte toutes les ondes radio. Parce que, en fait, beaucoup d'astres, en fait, même la plupart des astres émettent des ondes radio. Ça n'en émet pas beaucoup, hein. Par exemple, franchement, si vous aviez même une très bonne radio, vous ne pourrez certainement jamais entendre les ondes radio, même qui viennent du Soleil, alors qu'il est juste à côté de nous et qu'il est plutôt puissant et qu'il en émet quand même pas mal. Vous ne pourriez probablement pas l'entendre. Donc il faut vraiment des énormes antennes et évidemment aussi il faut savoir régler pour bien faire attention à capter les ondes qui nous intéressent le plus, parce que vous allez capter évidemment beaucoup d'autres ondes qui pourraient venir d'autres endroits. Il y a des satellites qui passent devant vous et tout ça, donc il faut faire assez attention là-dessus. Du coup, c'est le genre d'antenne qu'ils utilisent. Alors pourquoi ils utilisent ça? Parce que tout simplement, ce trou noir déjà émet énormément de lumière, au point même que la pollution lumineuse en fait du trou noir fait qu'on ne voit pas sa vraie forme, on voit juste... Vous voyez ce cercle-là, il est tellement lumineux au final que vous ne verriez pas le trou noir justement au milieu en fait, ça ferait juste de la lumière. Il y a aussi le fait qu'il y a pas mal d'étoiles devant, donc ces étoiles aussi émettent de la lumière et cachent encore plus ce trou noir. Donc l'avantage des ondes radio, c'est que ça passe plus facilement à travers. Par exemple, un truc que vous pouvez faire facilement, c'est que vous pouvez être dans le noir chez vous, mais votre téléphone marche toujours parce que vous captez toujours du réseau, vous voyez. Donc vous captez toujours les ondes radio qui viennent de l'antenne radio. Alors que la lumière du soleil, elle passe pas à travers les murs. Donc ça vous donne un petit peu un exemple de... justement, ces ondes radio peuvent passer à travers des nébuleuses et tout ça. Ça peut passer à travers des nuages de gaz dans l'espace et tout ça. Et du coup, on peut vraiment avoir une image de quelque chose qu'on n'aurait pas en temps normal si on avait juste pris la lumière. Il y a aussi évidemment d'autres méthodes. Il n'y a pas juste la lumière visible, hein. Il y a aussi les rayons gamma, il y a aussi les infrarouges et tout ça. Mais là, ils ont utilisé les ondes radio. Parce qu'évidemment, un truc pareil émet pas mal d'ondes radio, même si à l'échelle de chez nous, c'est petit. Parce que ce truc-là, déjà dans le ciel, pourquoi d'ailleurs il fallait un télescope si grand? Parce que oui, il est très loin. Mais en plus d'être très loin, comme il est très loin, en fait, il est tout petit dans le ciel. Genre, même avec un télescope gigantesque, si vous zoomez à cet endroit de l'espace pour le voir, vous ne verrez rien. En fait, vous verrez juste un point lumineux parce qu'il est très lumineux, en fait. Il faut vraiment une résolution, en fait, un télescope, justement, d'une taille énorme. Et c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Donc, déjà, ça, c'est hyper intéressant. Il y a aussi le fait que, oui, il y a plusieurs télescopes. D'ailleurs, un petit avantage d'avoir plusieurs télescopes comme ça, la Terre tourne, hein, je vous rappelle, hein, sur elle-même. Du coup, les télescopes, sans bouger, ils restent toujours pointés vers le même endroit. Sans bouger, c'est comme s'ils étaient plus grands, en fait, parce qu'ils vont bouger sur eux-mêmes, enfin la Terre va bouger sur elle-même, et du coup, le point de vue des télescopes va un peu changer, et ça permet d'avoir, au final, une meilleure résolution, en fait, en quelque sorte. Donc ça, c'est plutôt intéressant d'utiliser la rotation de la Terre, au final, comme outil pour faire agrandir la taille du télescope, en quelque sorte, c'est vraiment ça. Mais bon, évidemment, c'est plus un télescope troué, c'est comme si vous aviez vraiment un énorme miroir avec des trous partout. Vous allez quand même capter une partie de la lumière, mais il vous manquera des informations et tout ça. C'est pour ça aussi qu'il fallait, du coup, une manière de rassembler tout ça et de traiter toutes ces données de tous les télescopes, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pour information, il y avait 5 pétabytes de données à traiter. Oui, un pétabyte, c'est 1000 téraoctets. Donc oui, un disque dur d'1 téra, qui peut déjà tenir pas mal de films. Je regarde si ma cam ne frise pas, parce qu'il y a des petits problèmes ces derniers temps. Il en faut 1000 pour faire un pétabyte, et là, il y avait 5 pétabytes. Il y avait tellement de données qu'en fait, pour transporter ces données, ils ne les passaient pas par Internet. Ça aurait pris beaucoup trop de temps. Ils les ont carrément fait passer par avion, les disques durs, livraison de disques durs par avion. C'est pour dire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a eu aussi beaucoup d'achievements au niveau du programme. Des scientifiques qui ont écrit le programme pour ça, notamment une programmeuse qui a écrit la plupart en réalité du programme pour justement traiter toutes ces données, ce qui est déjà un assez gros travail à faire. C'est clairement pas des trucs faciles à faire, hein, je le dis clairement. C'est pas juste on jette l'argent et puis ça marche. Non, il faut avoir des personnes vraiment talentueuses. Du coup, ils ont rassemblé toutes ces données et ils ont eu cette magnifique image, un peu floutée, oui, on le sait, mais c'est la première image d'un trou noir. Et
Du coup, maintenant, pourquoi les gens sont aussi heureux, outre le fait que c'était, oui, un assez grand achievement scientifique parce que, oh, c'était hyper loin, il fallait rassembler toutes les données, tout ça. C'est aussi assez, enfin, c'est même très intéressant parce que ça confirme la théorie de la gravité qu'on a jusqu'à maintenant, qui prédisait justement ce genre de trou noir. Ça vient de Interstellar. Vous avez déjà vu peut-être le film. Ça, c'est ce à quoi on imaginait ressembler un trou noir. Donc un énorme cercle lumineux avec un trou noir au milieu, tout simplement. Et ça s'est à peu près confirmé. Alors, celui-là est légèrement différent pour certaines raisons, pour information d'ailleurs. D'ailleurs, c'est très intéressant, hein. J'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais comme j'ai dit, on ne voit pas le trou noir. Parce que le trou noir est tellement, même n'importe quel trou noir est tellement lourd qu'il il déforme en fait tout ce qui est autour. C'est la, la- comment ils appellent déjà? Comment je pourrais le dire en français? La, la force de la gravité en fait de ce trou noir est telle que en fait la lumière même n'arrive pas à échapper au trou noir. Je sais pas si vous vous rendez compte. Tout ce que vous voyez, genre si vous regardez votre main devant vous, vous la voyez parce que la lumière vient dessus, se reflète et va dans votre œil. Là, vous ne pourriez pas le voir parce que la lumière en fait n'atteint même pas, n'atteint, comme je dis, même pas, ne pourrait pas atteindre votre œil parce qu'elle est capturée par le trou noir. Donc en fait, toute la lumière que vous voyez, ça, c'est la lumière qui a réussi à s'échapper, celle qui n'a pas été directement dans le trou noir. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a un trou noir, parce que la lumière qui aurait dû venir d'ici, elle est dans le trou noir. Donc ça, c'est celle qui a réussi à s'échapper. Donc la forme que vous voyez là d'ailleurs est très intéressante. Déjà, vous avez l'énorme anneau autour. Donc ça, c'est la matière que le trou noir est en train d'absorber. Une ancienne peut-être étoile, des planètes, tout ce qui est passé sur son chemin, vraiment. Donc c'est pour ça que c'est lumineux, bien souvent, parce que c'est ce qui reste d'étoiles ou autre chose. Il y a aussi évidemment toute la lumière qui pourrait venir d'autour ou derrière du trou noir qui se concentre là. C'est pour ça qu'on voit assez bien le truc. D'ailleurs, un truc très intéressant, donc il y a réellement un anneau autour du trou noir. Donc vous allez me dire, mais c'est quoi cet anneau au-dessus? En fait, l'anneau que vous voyez au-dessus et en dessous, c'est l'anneau horizontal qui est juste, qui est reflété, enfin pas reflété, mais la lumière de cet anneau passe au-dessus du trou noir et arrive vers nous comme ça. Donc en fait là, vous voyez le dessus de l'anneau, là vous voyez le dessous de l'anneau qui est juste derrière en fait. Et d'ailleurs la fine ligne lumineuse que vous voyez le long du trou noir, c'est carrément aussi le bord de l'anneau qui se reflète aussi justement sur, enfin qui la lumière passe autour du trou noir. C'est juste, c'est incroyable en fait. C'est même pas, c'est dur à imaginer en fait. C'est vraiment dur à imaginer. Il y a beaucoup d'animations. Vous pouvez regarder des animations sur comment marche un trou noir. C'est vraiment intéressant. Déjà, on avait pu observer justement ce champ gravitationnel de trou noir parce que quand une étoile passe devant ou derrière le trou noir, enfin surtout derrière en fait, vous pouvez vraiment voir la lumière se. Vous voyez vraiment la lumière de cette étoile bouger bizarrement en fait. Et c'est parce qu'il y a le champ gravitationnel du trou noir qui passe et qui déforme par où passe la lumière. Et c'est vraiment intéressant. Il y a aussi des effets. Vous avez des effets du redshifting par exemple. Où, là par exemple, la partie un peu plus rouge foncée, c'est tout simplement la partie qui est la plus éloignée de nous. Et la partie plus brillante, c'est la partie qui est plus proche de nous. Donc on voit un petit peu le trou noir sous un angle. On le voit à peu près d'au-dessus apparemment aussi, selon ce que les scientifiques disaient. Donc on le voit pas vraiment de côté comme ici. Après, c'est vraiment particulier parce que, comme je dis, quand vous regardez un trou noir, vous ne voyez pas vraiment un seul côté. Vous voyez un peu tous les côtés en même temps parce que la lumière passe juste autour, quoi. Donc c'est vraiment tellement particulier. Enfin bref, il y a tellement de trucs à dire là-dessus et je suis clairement pas le plus qualifié pour en parler. Il y a certainement d'autres chaînes spatiales qui vont en parler plus, donc je laisse. Moi, je vais juste vous dire pourquoi c'était si intéressant, parce que encore une fois, ça confirme toute la théorie de la gravité qu'on avait, parce qu'on, selon la théorie de la gravité qu'on avait, on se disait, ok, normalement, si un objet devient tellement lourd, ben là, ça devrait se comporter comme ça. Et c'est pour ça qu'on avait ces modèles, ces images de synthèse et tout ça. Et juste avoir cette confirmation, même si c'est une image floue, c'est génial. Il y a des gens par contre qui ont un peu... c'est vrai que c'est triste, mais Stephen Hawking est décédé malheureusement voilà pratiquement un an maintenant, oui, si je me souviens bien. Et
c'était tout le travail de sa vie, hein, si vous ne savez pas. Il étudiait les trous noirs, il a étudié tous les trous noirs toute sa vie. Et du coup, bah, ça aurait été vraiment bien qu'il puisse au moins voir cette image, cette confirmation, évidemment, de tout ce qu'il avait un petit peu. Bon, il étudie plus loin que ça, mais confirmer quand même que ce qu'il étudie ressemble vraiment à ce qu'on imaginait, quoi. Un petit peu triste, mais bon. Dans tous les cas, c'est un assez grand événement. Je sais que ça, vous allez me dire, oui, mais on a plein de problèmes sur Terre, pour on se préoccupe d'un truc dans l'espace à des milliards d'années-lumière ou je ne sais quoi. Oui, 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 mais c'est quand même bien de juste identifier notre place dans l'univers et juste comprendre qu'on est juste des toutes petites particules quelque part dans un énorme univers et que un truc comme ça, s'il passait juste à côté, on disparaîtrait en une seconde. C'est vraiment ça, hein. Parce que, encore une fois, c'est la taille du système solaire, ce trou noir ici. L'entièreté du système solaire. Pas juste la partie avec les planètes. Je parle le vrai système solaire jusqu'à la ceinture d'astéroïdes qui est sur le bord, jusqu'à Pluton aussi. Genre, l'entièreté du système solaire rentre là-dedans sans aucun problème. Donc, ouais, c'est juste énorme. Bon, tant qu'on est dans l'espace, on va un petit peu encore en parler. Falcon Heavy, plutôt SpaceX, a lancé sa première Falcon Heavy commerciale. La première Falcon Heavy qu'ils avaient lancée, c'était évidemment un test, tout simplement. Je vous rappelle, ils avaient lancé la première voiture, enfin, la première voiture de Tesla et la voiture personnelle d'Elon Musk, le Roadster première génération. Cette fois-ci, c'était un vrai satellite. Quelqu'un a payé pour tout ça. C'était un vrai client et c'est ça qui était très intéressant parce que c'était le premier lancement commercial. Ça prouve que cette fusée a une raison d'exister et que des gens veulent l'utiliser. Il y avait pas mal de choses intéressantes. Déjà, c'était aussi la première Falcon Heavy Block 5 avec leur version corrigée de la Falcon 9. Je vous rappelle aussi que Falcon Heavy, évidemment, vous avez le live si vous voulez regarder, c'est plutôt intéressant. Falcon Heavy, c'est 3 Falcon 9, l'une collée à l'autre en quelque sorte, vraiment. Et puis celle du milieu a évidemment le second étage avec le satellite dans ce petit truc. Pour vous redonner aussi, c'est dur d'imaginer la taille de tout ça, mais pour information, là-dedans, vous pouvez mettre un bus. Donc un vrai bus, un full bus rentre là-dedans verticalement. Donc, juste pour que vous puissiez vous rendre compte de la taille justement de ces fusées, tout simplement. Ils ont lancé du coup un satellite en orbite géostationnaire d'ailleurs. C'était l'Arabsat. C'était l'Arabsat 1, oui, il me semble, oui. Donc c'est un satellite de communication en orbite géostationnaire. Et ils n'avaient pas vraiment besoin d'ailleurs de Falcon Heavy pour le lancer. L'avantage, c'est à le lancer avec cette fusée-là, c'est qu'ils ont pu vraiment le lancer pleinement. Et le satellite en tant que tel n'aura pas besoin d'utiliser son carburant pour se remettre dans la bonne orbite ou autre chose. Il est directement envoyé au bon endroit. Et ça, c'est plutôt bien pour justement ceux qui l'ont envoyé. Parce que comme ça, ils sont en mode, hey, on peut le garder plus longtemps dans l'espace et on a moins à s'inquiéter. Donc c'est toujours plus intéressant. Mais c'est assez intéressant de savoir que oui, ils n'avaient pas vraiment besoin d'une full Falcon Heavy ou autre chose. Du coup, je spoil un petit peu le live, mais ils ont réussi à faire du coup atterrir évidemment les 2 side boosters. On le voit un petit peu sur le live, je vais mettre un petit peu le live. Donc les side boosters, ben voilà, on voit le moment exact. Voilà, on voit le moment exact comme ça. Donc les side boosters, c'est les 2 boosters sur les 2 côtés. Encore une fois, je rappelle que ça, c'est un truc de pratiquement 50 mètres de haut qui vient d'atterrir. Il y en a 2. On voit un petit peu des traces de roues là d'ailleurs pour voir un petit peu la taille. Et ils ont réussi à faire atterrir aussi le booster principal. On le voit à un moment sur la barge parce qu'ils sont obligés de le faire atterrir sur une barge en plein milieu de l'océan. Et d'ailleurs là, c'était le plus loin qu'ils l'ont jamais fait atterrir. Il me semble que c'était 900 km. Oui, c'était un truc comme ça. Genre, la barge est partie, à mon avis, le jour avant, a fait 900 km pour que la fusée atterrisse dessus. Et puis du coup, elle va devoir refaire ces kilomètres-là. Alors, il y a un bateau qui va l'accompagner pour le retour, évidemment, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Et ils pourront récupérer, du coup, comme ça, la fusée, tout simplement. Enfin, la fusée, le booster. Et au final, le seul truc qu'ils n'ont pas récupéré, c'est juste l'interstage, qu'on appelle ça, c'est le second étage. C'est ce qui propulse le satellite une fois qu'il est dans l'espace. Et ça, le problème, c'est que ça va tellement vite, ils peuvent pas... Quand vous êtes le problème de l'espace, c'est que vous devez aller très vite pour aller en orbite, mais si vous voulez retomber sur Terre, il faut vous débarrasser de cette vitesse-là. Vous allez me dire, oh bah, c'est très simple, tu freines. Ouais, mais
tu as tellement de vitesse en fait que si tu freines avec l'atmosphère par exemple, tu vas brûler. C'est pas génial de brûler, genre avec genre, une énorme quantité de chaleur. Et si ben, tu te dis, ok, on va éviter l'atmosphère, c'est plutôt dangereux. Si tu utilises du carburant ou autre chose, il va te falloir énormément de carburant pour freiner parce que tu continues, tu gardes ta vitesse en orbite. Hein. Si tu as 20 000 km/h, tu continues de faire tes 20 000 km/h et tu tournes autour de la Terre. Du coup, il faut se retourner et tirer dans l'autre sens pour justement amortir toute notre vitesse. Et donc, ouais, ça utilise soit beaucoup d'énergie ou soit vous brûlez dans d'atroces souffrances. Donc, ouais, ils peuvent pas le récupérer. C'est pour ça qu'ils développent une nouvelle fusée. Il y a pas mal de news là-dessus, mais j'évite trop d'en parler parce que c'est encore assez nouveau. Mais bon, ils sont en train de développer un truc pour 100% réutiliser la fusée, ce qui permettra d'envoyer des trucs dans l'espace pour moins cher. Euh, un peu comme au final, au début, les avions, ben, c'était des avions de test. Maintenant, ben, quand vous prenez l'avion, vous n'êtes pas en mode oh, l'avion a volé une fois, maintenant on le jette et on en refait un nouveau. Non, vous le réutilisez. Donc, ouais. Dans tous les cas, c'est très intéressant. Regardez le live, c'est vraiment intéressant selon moi. Et du coup, ben, c'était la dernière news sur l'espace. Ok, donc, comme j'ai dit, on quitte l'espace, on passe enfin à des trucs peut-être plus compréhensibles. Après, comme d'habitude, tape des matières dans la description. Donc, vous pouvez toujours skip les sujets qui vous passent au-dessus de la tête. Je sais que ça passe au-dessus de la tête de certains. Donc voilà, vous pouvez toujours skip. Je voulais parler du Galaxy A80. Alors, c'est certainement pas le smartphone le moins cher qui existe. Il me semble qu'il sera vendu à 650 €. Pourtant, c'est un flagship milieu de gamme. On n'a pas la même définition de milieu de gamme, mais bon, selon moi, milieu de gamme, ce serait genre 300 à 500 €. Pour moi, c'est ça, milieu de gamme. Et encore, voilà quelques années, c'était limite haut de gamme, 500 €. Mais bon, bref. Par rapport à la réalité du marché, c'est comme ça. Pour moi, c'est clairement haut de gamme. Hein. Je veux dire, 650 €, c'est... Bon, ok, c'est pas les 800, 900 € des gros téléphones haut de gamme, mais ça reste haut de gamme, selon moi. Ou alors c'est le début du haut de gamme, bon, on pourrait dire ça. Du coup, ce qui est intéressant avec ce téléphone, c'est que, yep, il n'y a pas de trou pour la caméra, il n'y a rien. Il y a juste un écran. Pourquoi? Parce que tout simplement, la caméra qui est ici, et c'est... Oh oui, c'est plutôt cool. Donc en gros, oui, c'est un téléphone avec l'arrière qui slide, et puis la caméra arrière se retourne, et vous pouvez prendre une photo de vous. Et ça, j'aime... Alors, on va être très honnête. Un mécanisme pareil va forcément se coincer au bout d'un moment parce que c'est pas vraiment le problème du mécanisme, c'est le problème que si vous le mettez dans votre poche, il y a des petites poussières et tout ça. Si vous allez à la plage, des petits grains de sable, les grains de sable, vous vous rendez pas compte à quel point ça peut foutre en l'air des mécanismes parce qu'un grain de sable, c'est déjà très résistant. Donc ça ne va pas juste s'écraser comme ça. Et aussi, ça peut griffer n'importe quoi parce que c'est plus... comme c'est très résistant, en fait, ça peut même griffer du verre. Donc ça rentre dans un mécanisme pareil, ça le fout en l'air. Et moi, l'avantage que je vois dans tout ça, en fait, c'est si vous êtes en mode « Hey, j'en ai rien à faire des caméras selfie », ben vous ne l'avez pas, en fait. Si vous prenez juste des photos avec la caméra arrière, vous voyez, quand il est en mode arrière, c'est fermé. Donc vous êtes en mode « M'en fiche ». Et tant que vous n'ouvrez pas la caméra avant, ça ne s'ouvre pas, ça ne se retourne pas ni rien. Donc, moi, personnellement, c'est le genre de truc que je préférerais largement. Et c'est pour ça que je le dis aussi, c'est que au final, on a 300 000 versions de téléphone. On a une version bleue, rouge, noire, jaune, et puis on a une version autant de gigas, autant de gigas, autant de gigas. Et je suis en mode, vous pouvez pas faire une version sans caméra frontale pour les gens qui s'en fichent complètement ou qui sont en mode, hey, je vais juste demander à quelqu'un de prendre ma photo si je veux vraiment un selfie, ou je veux juste tendre mon bras et ok, ce sera pas parfaitement centré, mais si je prends la caméra grand angle, de toute manière, je serai forcément sur la photo et je m'en fiche. Et voilà, c'est... Pourquoi on n'a pas une version sans caméra frontale? Parce que il y a tellement de téléphones qui pourraient être tellement mieux, juste s'il n'y avait pas cette dégueulasse notch devant, mais bon, bref. Je trouvais intéressant, mais soyons honnêtes, ça reste un téléphone très cher. Il y a beaucoup d'autres téléphones qui sont très intéressants pour beaucoup moins cher. Ensuite, une news moins positive pour Samsung. Oui, le capteur d'empreinte du Galaxy S10, celui qui est sous l'écran, pas celui sur le Galaxy S10e qui est sur le côté, donc on parle de celui qui est ultrasonique sous l'écran, a été battu. Genre, voilà, il n'est pas assez sécurisé parce que quelqu'un en réalité, il a juste pris une imprimante 3D. Il a pris, évidemment, il a fait un fichier 3D de son empreinte à lui et il a utilisé l'empreinte imprimée en 3D par une imprimante 3D que vous pouvez acheter pour 450 balles et il a réussi à déverrouiller le téléphone parce que
le capteur d'empreinte de Samsung qu'ils utilisent envoie des ondes et en gros c'est une sorte de sonar. Et du coup, ben, il ne détecte pas si c'est un vrai doigt d'être humain, vous voyez. Euh, Lui, tout ce qui l'importe, c'est que ben, il y a la forme en fait du doigt. Genre, il regarde juste la forme. Et évidemment, un truc en 3D imprimé comme ça, a la bonne forme. Je suppose qu'il pourrait en partie résoudre ce problème en requérant que que l'écran tactile détecte aussi qu'un doigt touche l'écran. Il pourrait certainement faire ça, mais voilà, il y aura toujours moyen de traficoter pour que ça ne marche plus aussi bien. C'est du coup pas aussi sécurisé que les vrais capteurs d'empreinte capacitifs que vous avez par exemple sur les anciens Galaxy, celui-là, hein, vous voyez qui est juste derrière. Celui-là restera plus sécurisé. Après, on va être très honnête, ce genre de capteurs d'empreinte ne sont jamais 100% sécurisés. C'est juste que ceux que vous avez par exemple sur ce genre de téléphone, vous devez être très doué pour arriver à rentrer dans le téléphone et vous êtes tellement doué en fait que vous en fichez de prendre le téléphone de n'importe qui pour le déverrouiller, vous voyez. Là par contre, ça permet à un groupe de voleurs de juste voler des téléphones. Ils ont une imprimante, ils les déverrouillent tous ou autre chose parce qu'en plus, l'arrière du téléphone est en verre, donc vous avez forcément des empreintes dessus. Et du coup, oui, ils peuvent récupérer tout ça et essayer de déverrouiller. Bon, évidemment, ça requiert quand même pas mal de choses. Hein. C'est pas comme si, j'ai laissé mon téléphone 5 minutes ici, quelqu'un l'a déverrouillé et été voir tous mes trucs. Non, il y a beaucoup de choses qui sont à faire derrière. Mais quand même. Ensuite, une news sur encore un truc qui... Bon, non, ça c'est un truc différent. Le Core i9 9990Xe de Intel, qui n'est pas à confondre avec d'ailleurs... certains pourraient le confondre avec le Xeon Platinum qui sont sortis, le 28 cœurs là qu'on a parlé récemment. Non, ça c'est un nouveau processeur haut de gamme en i9 qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'il existe un autre processeur, le 9980XE, qui est en 18 cœurs. Non, là c'est pas un 18 cœurs, c'est un 14 cœurs. Sauf que la grosse différence, c'est que il est à 4 GHz de base et il peut monter à 5 GHz. Ce qui est plutôt massif. Après, évidemment, si vous avez l'autre, vous pouvez toujours l'overclocker. Un suite 18 cœurs, vous pouvez tout l'overclocker et avoir les mêmes performances. La seule différence ici, c'est que ce processeur n'est pas à vendre. C'est un processeur pour les revendeurs d'ordinateurs et tout ça. C'est pour, par exemple, Alienware, c'est pour Asus, MSI, tout ça, qui font des vrais ordinateurs, mais qui veulent un putain d'ordinateur hyper puissant, mais qui veulent pas être en mode « Oh, j'ai pas envie de l'overclocker », ou on n'a pas envie de prendre le risque de l'overclocker pour le client. Et du coup, là, c'est déjà tout fait et tout ça. Mais après, honnêtement, genre, si vous êtes autant dans l'overkill, prenez le 18 cœurs et overclockez-le. Je pense que vous aurez des meilleures performances en plus, donc ouais. En plus, ouais, comme j'ai dit, il n'est pas en vente, c'est-à-dire qu'il coûte la peau des fesses. Et d'ailleurs, cette news parle du fait que vous avez Case King qui l'a mis en vente pour 2999 €. Yep. Et ou sinon, en temps normal, il faut l'acheter aux enchères. C'est genre, Intel fait des enchères où vous pouvez acheter ce genre de processeur. Celui-là et aussi le Xeon 28 cœurs d'ailleurs. Donc ouais. Je parle de cette news parce que j'ai vu un truc très intéressant donc je groupe tout dans la même news ici. C'était une vidéo de Gamer Nexus qui ils prenaient justement leur rapport affiliate Amazon et ils regardaient ce que les gens ont acheté tout simplement. Ils peuvent pas voir genre hey John, qu'est-ce que tu as acheté? Non, ils peuvent voir ce que les gens ont acheté. Donc ils peuvent pas voir ce qu'une personne en particulier a acheté. Et du coup, ils ont pu regardez justement, voyez, on voit un peu d'ailleurs le graphe ici avec... je vous conseille de regarder la vidéo, c'est plutôt intéressant. Même si vous ne parlez pas anglais, vous verrez les graphes et c'est compréhensible. Et on voit, justement, on va un petit peu y aller. Je pense qu'il y a des trucs plutôt intéressants. Le plus intéressant, selon moi, c'était ce graphe-là qui montrait justement, et ça prend énormément de temps à charger, ça montrait tout simplement, et oui, YouTube. Allô? Allô YouTube? Il paraît que YouTube... Oh, il y a une pub maintenant. Non, je ne veux pas des Speculoos Lotus. Non, merci. Voilà, j'ai pu la charger. Donc, on voit chaque année, 2016, 2017, 2018, 2019, et on voit le prix moyen d'achat d'un processeur AMD en rouge et Intel en bleu. Et comme vous pouvez voir, en 2016, le prix d'achat moyen d'un processeur Intel était de 255 $, plutôt, et AMD 104. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, Ryzen n'était pas sorti. Et puis en 2017,
Ryzen est sorti. Du coup, là, évidemment, le prix d'achat moyen d'un processeur AMD a augmenté. C'est logique, parce qu'ils ont sorti des plus gros processeurs. Ah, ils ont sorti les 1700X et 1800X. Donc, ça a augmenté. Et puis, il y a aussi les Threadripper. Et puis, 2018, ça s'est stabilisé chez AMD. Et même en 2019, ça a diminué. Et Intel, par contre, ça a augmenté. Pourquoi? Parce qu'en fait, AMD, et si vous regardez d'ailleurs le graphe ici, voilà, ça c'est le graphe justement dont je parlais. AMD, à l'heure actuelle, en tout cas, c'est pas à l'échelle mondiale. Hein. Je rappelle, c'est les données qui viennent de leur compte affilié Amazon. Donc, ça ne représente pas l'entièreté du marché. Mais c'est quand même intéressant parce que, au final, dans leur audience, AMD vend plus de processeurs, beaucoup plus de processeurs d'ailleurs, comme vous pouvez voir en mars 2019, 80% de part de marché, que Intel. Et c'est tout simplement parce qu'au final, maintenant, Intel ne vend plus que les gros processeurs haut de gamme. Quand vous êtes en mode « Ah, j'ai envie de faire un PC gamer à 700 euros », vous prenez un processeur AMD. C'est juste genre, c'est illogique de prendre un processeur Intel. Et c'est pour ça qu'au final, maintenant, les processeurs Intel, ceux qui sont les plus vendus au final, c'est les tout grands. Et en plus, ils ont augmenté de prix. Parce que les Core i7 et tout ça, maintenant, ils sont à 500, 600 euros, alors qu'avant, ils étaient à 300 euros. Donc, c'est juste genre... Je voulais parler de ça parce qu'au final, vous avez AMD qui est en train de foutre une bonne claque à Intel, vraiment, hein, parce que même si ça ne concerne que les chiffres de cette chaîne YouTube, soyons honnêtes, ça doit se refléter à pas mal d'autres endroits sur le marché. Hein. Je pense que LDLC et même Top Achat aussi peuvent donner des chiffres de vente et eux aussi pourront confirmer que AMD a repris énormément de parts de marché. Et du coup, vous avez Intel qui se fait bien mettre mal et eux, ils sont en mode « Hey, j'ai une solution. On va augmenter le prix de nos processeurs et aussi, on va vendre des processeurs aux enchères. » Et t'es en mode, c'est ça votre fixe, ça votre problème? Ah, je vous jure, c'est... Je sais pas qui dirige Intel, je sais plus. Mais peut-être qu'il faudrait changer de personne qui dirige, parce que ça devient assez n'importe quoi ces derniers temps, donc ouais. Après, je vais être très honnête, je préfère qu'il y ait une bonne concurrence entre les deux marques, c'est toujours bon pour le consommateur. J'aimerais qu'Intel sorte des très bons processeurs, d'un point de vue prix surtout, parce qu'ils sortent des très bons processeurs, c'est juste qu'ils coûtent très cher, et qu'il y ait une bonne concurrence, parce que nous, les consommateurs, on y gagnera. Mais à l'heure actuelle, c'est juste genre... C'est limite comique, mais c'est un peu dépressif aussi à la fois, donc... oui, Intel, juste sortez des bons produits au lieu de juste faire des ventes aux enchères pour des processeurs à 3000 euros ou je ne sais quoi encore. Dans tous les cas, merci à tous d'avoir regardé ce Tech C'est ma chose. J'espère que vous avez bien apprécié. On se retrouvera mercredi normalement pour justement la review de cette GTX 1660 Ti. On aura d'autres vidéos évidemment. En plus, j'essaie d'avoir des vidéos j'essaie de varier aussi que les vidéos soient abordables, moins abordables. Ou j'essaie d'avoir des vidéos qui sont toujours... qui correspondent à différents sujets. Donc... je pense qu'il y aura d'autres vidéos qui sortiront dans la semaine qui devraient intéresser évidemment ceux qui s'en fichent d'une carte graphique. Ne vous inquiétez pas, vous aurez aussi des vidéos pour vous. Bref, merci à tous et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!